Bienvenue à tous, c'est Info Soir, voici les titres de ce lundi. Son Altesse Royale, le Prince Moulay Rachid, représente Sa Majesté le Roi au 29e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui s'est ouvert aujourd'hui à Addis Abeba. Dans un message adressé aux participants, le souverain plaide pour une Afrique audacieuse qui prend en charge la défense de ses intérêts. C'est sans doute l'une des plus belles destinations touristiques, le Hoceima, pour renforcer son attractivité. Le ministre du Tourisme s'est réuni ce matin avec les opérateurs et les professionnels du secteur. Objectif, mettre en place des mesures concrètes pour relancer le tourisme dans la région. Les interventions des éléments de la protection civile se poursuivent pour venir à bout des flammes. Depuis vendredi, la forêt de Mediouna dans la région de Tanger est ravagée par un important incendie. Plusieurs centaines d'hectares ont été réduits en cendres. Des rythmes à profusion ont envahi les artères de Rabat et Salé ce week-end. La deuxième édition de Tobo a réuni plus de 250 percussionnistes du Maroc et d'Espagne. Un événement festif qui a pour ambition de structurer la pratique de cette discipline artistique au Maroc. Madame, Monsieur, bonsoir. Le 29e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine s'est ouvert aujourd'hui à Addis Abeba. C'est Son Altesse Royale, le Prince Moulay Rachid, qui a représenté le souverain à ses assises panafricaines. Sa Majesté le Roi, qui a adressé un message aux participants, a plaidé pour une Afrique forte et audacieuse et a appelé à la réforme de l'Union africaine pour répondre plus efficacement aux défis que connaît le continent aujourd'hui. Reportage de nos envoyés spéciaux, Khalid Njdi et Ahmed Amerbouh, sur un récit de Mehdi Soufiane. Dans un discours adressé au 29e sommet de l'Union africaine, élu par Son Altesse Royale, le Prince Moulay Rachid, Sa Majesté le Roi Mohammed VI appelle à l'émergence d'une Afrique forte, audacieuse et influente. Le souverain souligne que l'Afrique doit s'appuyer sur une vision concrète et pragmatique pour faire face aux défis auxquels est confronté le continent. Le Maroc a participé à toutes les réunions, selon l'esprit constructif que j'avais annoncé dans mon discours d'Addis Abeba. Nous ne voulons nullement diviser comme certains voudraient l'insinuer. Dès que le royaume siégera de manière effective et qu'il apportera sa contribution à l'agenda des activités, son action concourra au contraire à fédérer et à aller de l'avant. Le souverain souligne également que l'avenir de l'Afrique passe par sa jeunesse. Une politique volontariste orientée vers la jeunesse permettra de canaliser l'énergie pour le développement. La réponse réside dans un traitement volontariste du triptyque éducation, enseignement supérieur et formation professionnelle avec une exigence élevée de qualité. Elle réside également dans les investissements conséquents. Dans son discours, Sa Majesté le Roi précise également que le Maroc participe à son premier sommet en tant que membre de l'Union africaine depuis son retour au sein de l'UA en janvier dernier. Le Maroc conforte ainsi son action dans le continent et consolide ses liens multidimensionnels avec les pays africains frères. Une nouvelle Afrique forte et influente, c'est l'approche du souverain pour l'avenir du continent, une vision saluée par les participants à ce sommet. Le discours adressé par Sa Majesté le Roi a été très suivi, a suscité de nombreuses réactions, d'autant plus que le Maroc participe à son premier sommet en tant que membre de l'Union africaine depuis son retour au sein de sa famille institutionnelle en janvier dernier. Le reportage de nos envoyés spéciaux, Khalid Njdi et Ahmed Amerbouh, sur un récit de Amina Bkhalq. Un discours qui prouve une nouvelle fois l'attachement du Maroc à son continent. C'est en ces termes que plusieurs responsables africains ont réagi au message royal lu par Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, et ce plus de 6 mois après le retour du royaume au sein de sa famille institutionnelle. Je suis ravie de voir qu'il y a un réel engagement marocain au sein de l'Union africaine. Le royaume a réalisé de vrais résultats depuis son grand retour. C'est comme si le pays ne s'était jamais éloigné de cette union et cela a eu des effets positifs sur notre travail. L'avenir de l'Afrique passe par ces jeunes qui constituent 60% des chômeurs dans le continent, une situation qu'il faut enrayer selon le discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Le discours royal contribue à alimenter le débat sur le rôle de la jeunesse, car il faut s'intéresser à cette tranche de la population et faire des propositions concrètes pour développer son potentiel. Les participants à ce 29e sommet ont aussi salué l'engagement marocain dans la réforme des structures de l'Union africaine. Selon beaucoup, le royaume a fait preuve, en peu de temps, d'esprit d'initiative. Il faut que l'Afrique vraiment arrive à faire une réforme sérieuse et tout ça. Et surtout maintenant, avec la réintégration du royaume de Maroc, qui est un pays aussi très fort,
qui est un pays émergent. Et bon, c'est un poids encore pour ça. La crise migratoire est un autre thème qui a fait réagir plusieurs responsables du continent. Beaucoup ont salué les efforts du Royaume pour l'élaboration d'un agenda africain sur la migration évoqué par le discours royal. Et justement, les efforts déployés par le Royaume dans les domaines de la gestion des flux migratoires et de la lutte contre le trafic des stupéfiants ont été salués aujourd'hui lors de la réunion du G4. Les ministres de l'Intérieur du Maroc, du Portugal, de l'Espagne et de la France se sont retrouvés à Séville, dans le sud de la péninsule ibérique, une réunion à laquelle participait le ministre de l'Intérieur, Abdelwafir Ftet. Dans la déclaration de Séville adoptée au terme de cette rencontre, les responsables gouvernementaux se sont engagés à coordonner leurs positions sur les questions migratoires dans le cadre d'une gestion solidaire basée sur la responsabilité partagée et à renforcer la coopération technique et opérationnelle dans le domaine de la lutte contre le trafic de stupéfiants. Direction le Golfe à présent, où le Qatar a remis aujourd'hui au médiateur koweïtien sa réponse officielle aux exigences de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, du Bahreïn et de l'Égypte, qui demandaient notamment la fermeture de la chaîne de télévision Al Jazeera et d'une base militaire turque, ainsi que la réduction des relations avec l'Iran. L'Arabie Saoudite et ses alliés ont accepté de prolonger de 48 heures l'ultimatum fixé au Qatar pour répondre à leur liste de demandes. Une réponse qui était contenue dans un message de l'émir du Qatar, Sheikh Tamim Mohamed Al-Thani, à l'émir du Koweït, Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Sabah. Sa teneur n'a toujours pas été révélée. Un nouvel attentat en Irak. Un kamikaze s'est fait exploser dans un camp de déplacés dans la province irakienne d'Al-Anbar. L'attaque a coûté la vie à 14 personnes. Face à la multiplication des attentats suicides, les forces irakiennes peinent à avancer dans la vieille ville de Mossoul. Il s'agit de l'ultime phase de la bataille lancée il y a plus de 8 mois par l'armée pour chasser Daesh de la deuxième ville du pays. Le point avec Rizlan Taibi. Face à la multiplication des attentats suicides menés par les djihadistes, l'armée nationale peine à avancer dans la vieille ville de Mossoul. Les forces irakiennes sont aussi entravées par la physionomie de ce secteur aux rues étriquées et densément peuplées. À mesure qu'ils perdent du terrain, les hommes de Daesh opposent une résistance de plus en plus féroce au milieu de civils pris au piège. Il s'agit de l'ultime phase de la bataille de Mossoul lancée il y a plus de 8 mois par l'armée pour reprendre la deuxième ville du pays. L'organisation État islamique n'y contrôle plus qu'un petit secteur dans l'ouest de la cité septentrionale et il ne reste que quelques centaines de djihadistes dont une majorité d'étrangers. Acculés sur la rive ouest du Tigre et encerclés de l'autre côté par l'armée et la police, les hommes d'Abou Bakr al-Baghdadi n'ont cessé de reculer depuis le début, le 18 juin, de l'assaut sur la vieille ville. Nos forces d'élite ont tout de même réussi, malgré la difficulté, à éliminer des terroristes étrangers et à libérer quelques habitants. Daesh s'était emparé en 2014 de vastes pans de territoire en Irak avant de perdre beaucoup de terrain face aux offensives des forces irakiennes appuyées par des frappes de la coalition anti-djihadiste dirigée par les États-Unis. Toutefois, une perte de Mossoul ne marquera pas la fin de la guerre contre l'organisation État islamique qui contrôle toujours plusieurs zones en Irak et en Syrie voisine. Bien qu'il ait perdu 60% de son territoire et 80% de ses revenus, le réseau djihadiste international n'a rien perdu de sa force de nuisance. Il parvient toujours à commettre les attentats les plus meurtriers dans les deux pays. Autre revers pour Daesh en Syrie, cette fois, les éléments de la coalition internationale soutenus par les États-Unis sont entrés pour la première fois dans le fief de Raqqa par le sud en traversant l'Euphrate. Une information relayée par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les forces démocratiques syriennes ont confirmé avoir pris le marché d'Al-Hal hier. Depuis leur entrée dans Raqqa le 6 juin, les forces syriennes se sont emparées d'une poignée de quartiers dans l'est et l'ouest de la ville, mais font face à une farouche résistance de Daesh au fur et à mesure de leur progression vers le centre. Les relations entre Hanoï et Rabat se renforcent à travers la visite au Maroc du vice-président de l'Assemblée nationale du Vietnam, un déplacement pour s'entretenir avec des responsables marocains et des moyens de solidifier la coopération entre les deux pays dans différents secteurs. Le responsable vietnamien a notamment rencontré aujourd'hui à Rabat le président de la Chambre des représentants, Habib El-Malki, qui a souligné la nécessité de renforcer les relations parlementaires entre les deux États et de tirer profit du potentiel de la coopération.
C'est sans doute l'une des plus belles destinations touristiques du pays, El Hoceima, connue pour ses plages de sable fin et ses paysages de cartes postales. Pour renforcer son attractivité, le ministre du Tourisme s'est réuni ce matin avec les opérateurs et les professionnels du secteur. Objectif, mettre en place des mesures concrètes pour relancer le tourisme dans la région. C'est un reportage d'Abdelhamid El-Mourabet et Mohamed Hajjoub. Le récit est de Salim Abneb. Le temps d'une matinée, Mohamed Sajid a joué les touristes à El Hoceima. Le ministre de tutelle a notamment visité l'un des atouts de la Perle du Rif, une marina flambant neuve qui pourrait bien contribuer à remettre à flot l'économie régionale. Le but de cette rencontre, c'était d'adopter des mesures nécessaires et d'urgence afin de rattraper le temps perdu suite aux événements que vient de connaître la ville d'El Hoceima. D'autant plus que le secteur du tourisme revêt une grande importance pour la région. S'en est suivi une rencontre avec les professionnels du tourisme, l'occasion de proposer quelques solutions pour relancer le secteur dans cette région qui regorge de potentialités. Première piste, faciliter l'accès à la ville d'El Hoceima. La demande existe. Il suffit de mettre du transport aérien, mettre des moyens pour la promotion, baser un avion en permanence. Il faudrait également que le tourisme de montagne soit valorisé. Il pourrait, contrairement au tourisme balnéaire, attirer autant de visiteurs toute l'année, aussi bien l'été que l'hiver. Autre levier de croissance et pas des moindres, l'importance accordée aux projets d'investissement hôtelier, à l'image de ce complexe en construction. À terme, la capacité litière d'El Hoceima devrait quasiment doubler pour atteindre 3200 lits. À présent, cette sombre affaire qui agite depuis plusieurs jours les milieux éducatifs à Fès. 7 fillettes âgées entre 6 et 7 ans accusent leur instituteur d'agression sexuelle présumée dans l'enceinte d'un établissement primaire du quartier Sahb al-Ward. L'enseignant incriminé est âgé de 57 ans. Il rejette la version des écolières et parle d'un complot. L'affaire a été portée ce matin devant la justice. C'est un reportage de Sarah Jabri et Abdelali Mkawi. L'affaire débute il y a un mois lorsqu'une fillette confie à sa mère qu'elle a été victime d'attouchements sexuels de la part de son instituteur. La mère tire immédiatement la sonnette d'alarme. Aussitôt, 6 autres présumées victimes décident de briser le silence. Il me demandait de venir sur ses genoux. Il procédait à des attouchements de nature sexuelle. Ça s'est répété plusieurs fois en présence des élèves. Ces attouchements ont été répétitifs. L'instituteur me menaçait de me frapper si je répétais à mes parents ce qu'il me faisait. Les faits se seraient passés derrière les murs de cette école primaire. L'instituteur accusé d'agression sexuelle est âgé de 57 ans. Il travaillait depuis 1 an dans cet établissement. Nous l'avons rencontré. Ces enfants, je les considère comme les miens. Ils sont l'avenir du pays. J'ai enseigné dans plusieurs villes au cours de mes 33 ans de carrière. Tous mes élèves me respectent beaucoup. Et c'est réciproque. Et les allégations d'agression sexuelle sont totalement infondées. Les familles des 7 victimes présumées d'attouchements sexuels ont porté plainte alors que l'enquête suit son cours. Plusieurs associations pour la protection des droits de l'enfant ont apporté leur soutien aux victimes présumées. L'accompagnement est essentiel pour les victimes d'agressions ou attouchements sexuels, surtout que celles-ci sont mineures. Elles vont toutes bénéficier d'un soutien psychologique ciblé. Une enquête administrative a été ouverte au niveau de la délégation régionale de l'éducation. Le dernier mot reviendra à la justice. Je vous le disais en titre, les interventions des éléments de la protection civile se poursuivent pour venir à bout des flammes. Depuis vendredi, la forêt de Mdiona dans la région de Tanger est ravagée par un important incendie. Même si 2 des 3 foyers de feu ont été maîtrisés, plusieurs centaines d'hectares ont été réduits en cendres. Le reportage sur place de Fouad Azouzi et Falid Reitou sur un récit de Rita Sah. Ce matin, les 3 avions canadaires survolaient toujours les lieux de l'incendie pour procéder au bombardement d'eau. Les flammes, en grande partie maîtrisées, persistaient encore du côté de la forêt de Salokia. Depuis vendredi, plusieurs centaines d'hectares de forêt sont partis en fumée.
On ne connaît pas vraiment les raisons de l'incendie. Ce qu'on sait, c'est que c'est parti de Mdiouna. Pour arriver jusqu'ici, les pompiers ont mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour tenter d'éteindre le feu qui est très intense. Mais c'est vrai que c'est difficile, la zone est dangereuse, il y a du gaz et des linots de tension. Que ce soit au Cap Spartel ou à Mdiouna, les conditions météorologiques n'ont rien arrangé. Les vents d'Est qui ont soufflé à plus de 80 km/h pendant 3 jours ont favorisé la propagation des flammes et ont rendu plus difficile la lutte contre l'incendie. Environ 215 hectares de massifs forestiers ont été ravagés par cet incendie. La forêt était en grande majorité composée de pins et de 45% d'espèces secondaires. Hier, 3 foyers étaient toujours actifs. Aujourd'hui, il n'en restait qu'un dans la partie nord de la forêt, du côté maritime. D'après la direction régionale des eaux et forêts, dans la soirée, l'incendie aurait été maîtrisé à 90%. Les éléments de la protection civile et les forces auxiliaires restent tout de même sur le qui-vive pour arriver totalement à bout des flammes et éviter que le feu ne s'intensifie davantage. Et c'est un chiffre alarmant que vient de rendre public le Haut Commissariat aux eaux et forêts. 145 hectares, c'est la superficie des forêts ravagées par les flammes du 1er janvier au 30 juin dernier, avec un total de 96 départs de feu. L'Oriental est particulièrement touché. Plus de 65 hectares ont été complètement détruits depuis le début de l'année. Le Master droit des échanges euroméditerranéens tient sa première Summer School à Essaouira. Il s'agit d'un programme assuré par des juristes et professeurs des 2 rives de la Méditerranée au profit d'étudiants marocains et français. Ces derniers passeront les 4 prochains semestres entre l'Université de Bordeaux et l'Université Mohamed V à Rabat. Reportage à Omar Rajrari et Marwan Kabassa. Le récit est de Sarah Chabri. La propriété dans ses aspects de droit privé et de droit public, tel est le thème retenu pour la première édition de la Summer School du Master droit des échanges euro-méditerranéens. La séance inaugurale a eu lieu au cœur de la Médina d'Essaouira à Darsoueri, un espace dédié à l'apprentissage et à l'échange. Je suis ravi que cette Summer School soit organisée à Essaouira parce que je suis natif d'Essaouira. Donc j'éprouve de l'émotion, j'éprouve également de la fierté que cet événement soit un message de paix, de tolérance et de partage entre les peuples des 2 rives de la Méditerranée. Autour de la table et dans l'assistance, des professionnels du droit issus des 2 rives de la Méditerranée, mais aussi des étudiants marocains et français sélectionnés pour ce master bénéficiant de la codiplomation de l'Université de Bordeaux et l'Université Mohamed V à Rabat. J'estime que les échanges entre le nord et le sud de la Méditerranée sont essentiels et doivent être approfondis. Je vois vraiment cette formation comme une opportunité de travailler plus tard dans ce cadre géographique. Ce master a la particularité de mettre autour de la même table et dans le même type d'enseignement et de recherche des étudiants français, des étudiants marocains, avec comme thème d'échange et comme thème de formation les échanges économiques, juridiques entre ces différentes populations. De quoi leur procurer toutes les compétences nécessaires pour être des juristes appelés à évoluer d'une rive à l'autre de la Méditerranée. Des rythmes à profusion ont envahi les artères de Rabat et Salé ce week-end. La 2e édition de Tobol a réuni plus de 250 percussionnistes du Maroc et d'Espagne, un événement festif qui a pour ambition de structurer la pratique de cette discipline artistique au Maroc. Ce sont des images de Mustafa Saïdouni commentées par Samia Halis. Les Rbati et les Slaouis se sont réveillés en fanfare samedi dernier. Carnaval artistique, parade et showcase ont fait vibrer les artères de la capitale et de sa région tout ce week-end. La 2e édition de Tobol a réuni les jeunes percussionnistes des 4 coins du Maroc et d'ailleurs, comme cette troupe espagnole de Giron. Nous représentons une association culturelle originaire de Catalogne. Nous y cultivons l'amour des percussions que nous partageons avec les Marocains. C'est la première fois que nous jouons ici à Tobol. Nous sommes très heureux de partager notre musique avec le peuple marocain. Cap sur un autre quartier de Salé, c'est la troupe casablancaise Casa Favela qui fait son show. Un rythme enrichi d'un soupçon de crotal, cet instrument métallique qu'affectionnent les Gnawa. Le festival Tobol n'aura duré qu'un week-end, mais a exigé des mois de préparation et de résidence d'artistes.
Plus de 250 percussionnistes participent au festival Toboul. Ils viennent de partout au Maroc. Nous avons accueilli une troupe internationale, les Papaya Jam qui viennent d'Espagne. Nous développons avec eux un échange culturel. Cette fois, c'est eux qui viennent au Maroc pour découvrir notre musique et partager leur savoir-faire avec des jeunes Marocains. Partager un savoir-faire, mais aussi une énergie joyeuse et créatrice de bonheur pour tous les amateurs de rythme. Nous terminons cette édition avec ces images très originales. Pour son 25e anniversaire, Disneyland Paris s'est invité sur la plage d'Ostende en Belgique où près de 40 artistes de 12 nationalités différentes ont réalisé sur le sable quelques 150 sculptures inspirées des personnages incontournables de l'univers féerique de Disney. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal. Le 29e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine s'est ouvert aujourd'hui à Addis Abeba. C'est son Altesse royale le prince Moulay Rachid qui a représenté le souverain à ses assises panafricaines. Sa Majesté le roi qui a adressé un message aux participants à plaider pour une Afrique forte et audacieuse et appelé à la réforme de l'Union africaine pour répondre plus efficacement aux défis que connaît le continent aujourd'hui. C'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.ma. Dans un instant, que du sport avec Jamal Oualem, puis Eco News présenté par Hind Benagoubi. Le prochain journal El Messaïa vous sera présenté par Zahra Aïtihel. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h15. En attendant, portez-vous bien et excellente soirée à tous.